Bienvenue à notre exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fiscal canadien qui est assez complexe, mais vraiment fondamental quand on parle d'acquisition ou de structuration d'entreprise. Mhm. On parle des règles sur l'acquisition de contrôle, puis surtout de leur impact majeur sur l'utilisation des pertes fiscales. On m'a dit qu'on voulait un compte-rendu très détaillé aujourd'hui, fait on va vraiment décortiquer ça ensemble. Absolument. Puis c'est un domaine où les détails ils comptent pour beaucoup, là. Le législateur a mis en place tout un mécanisme assez élaboré pour encadrer ce qui arrive quand une entreprise change de main. Que ce soit une société ou une fiducie, j'imagine. Exactement. Surtout si elle traîne des pertes ou d'autres avantages fiscaux. L'idée générale, c'est sûr, c'est d'éviter les abus. Mais ces règles-là peuvent avoir des conséquences assez importantes, même pour des transactions tout à fait légitimes. OK. Puis au cœur de tout ça, là, il y a un concept clé, un terme technique qu'on va sûrement utiliser souvent, le fait lié à la restriction de perte. Le FLRP, oui. Le FLRP, c'est ça l'événement déclencheur qui active toutes ces règles spécifiques, c'est ça? C'est pas mal ça. Souvent, c'est une acquisition de contrôle qui le déclenche, mais on va voir que c'est pas toujours aussi simple que ça. Notre mission aujourd'hui, donc, c'est de comprendre qu'est-ce qui constitue exactement une acquisition de contrôle pour une société. Puis, est-ce qu'il y a des cas où le contrôle est comme considéré acquis, même s'il n'y a pas eu de changement formel dans les votes? Oui. Les acquisitions réputées. Comment ça marche pour les fiducies aussi, où le contrôle, c'est différent? Y a-t-il des exceptions importantes à connaître? Puis, quand exactement ça se produit aux yeux du fisc? Le timing, exact. Et surtout, le plus important aussi, les conséquences fiscales concrètes si un FLRP survient. Ça touche beaucoup de choses, j'imagine. Oh oui, ça a des impacts assez larges. Parfait. Commençons par la base. Pourquoi même avoir ces règles-là? C'est quoi le but derrière ce système de FLRP puis de restrictions? L'objectif fondamental, c'est d'empêcher ce qu'on appelle le commerce de pertes. Imagine une entreprise A qui a accumulé plein de pertes fiscales, mais qui fait plus grand-chose de rentable. OK. Puis là, tu as une entreprise B super profitable qui paye beaucoup d'impôts. Elle pourrait tenter d'acheter A. Juste pour utiliser les pertes de A puis payer moins d'impôts? Exactement. Sans avoir vraiment l'intention de relancer l'activité de A ou de l'intégrer de façon économique réelle. Juste pour magasiner les pertes, là. Donc, on veut éviter que les pertes fiscales deviennent juste une sorte de biens qu'on achète puis qu'on vend, déconnectés de l'entreprise qui les a vraiment subis. C'est précisément ça. Les règles visent à s'assurer qu'une certaine continuité économique, ou du moins que l'achat d'une entreprise avec des pertes, n'est pas motivé principalement par l'accès à ces pertes. OK. Puis le FLRP, le fameux faire lié à la restriction de perte, c'est le mécanisme légal qui agit comme un genre de disjoncteur. Quand il se produit, ça entraîne notamment une fin d'année d'imposition réputée, juste avant l'événement. Ah, une fin d'année? Oui, ça crée une séparation nette entre l'avant puis l'après. Puis ça, c'est crucial pour appliquer les restrictions. D'accord, là, c'est clair pour l'intention. Plongeons dans le vif du sujet pour les sociétés. Comment on détermine si le contrôle a été acquis? Ça veut dire quoi, ça, en pratique? Bon, pour une société, la loi à l'alinéa 251.22a nous dit qu'un FLRP survient quand son contrôle est acquis par une personne ou un groupe de personnes. Le mot important ici, c'est acquis. Acquis. Pas juste un changement, mais une acquisition. Exact. Puis le type de contrôle dont on parle ici, c'est le contrôle de droit, ce qu'on appelle aussi le contrôle de jure. Le contrôle de droit, ça, c'est lié à la détention des actions, c'est ça. Celui qui donne les votes. Précisément, c'est le contrôle qui découle du fait de détenir assez d'actions pour avoir la majorité des votes quand vient le temps d'élire le conseil d'administration. Fait qu'en général, plus de 50 des actions avec droit de vote. C'est ça. C'est ce critère-là, un critère formel, qui est la base pour déclencher un FLRP dans le cas général d'une acquisition de société. Le contrôle de fait, lui, qui est basé sur l'influence réelle, même sans les votes, c'est pas le critère pour cette règle spécifique. Intéressant. Mais on sait que les gens peuvent être créatifs dans les structures de transactions. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un achète, mettons, 80 de la valeur économique d'une entreprise, genre des actions sans droit de vote, mais avec un gros potentiel de gain, tout en s'arrangeant pour pas détenir plus de 50 des votes? Est-ce qu'on échappe aux règles comme ça? Excellente question. La réponse est non, pas nécessairement. Le législateur a pensé à ça. Il y a une règle spécifique à l'article 256.1 de la loi de l'impôt qui est là pour attraper justement ces situations-là. Ah oui, Oui, elle crée une présomption d'acquisition de contrôle même s'ils n'ont pas de contrôle de droit.
Une présomption, comment ça marche ça? Ben, en gros, la loi va réputer qu'il y a eu une acquisition de contrôle si plusieurs conditions sont là. Premièrement, une personne ou un groupe acquiert des actions qui valent plus de 75 de la juste valeur marchande JVM de toutes les actions de la société. Plus de 75 de la valeur. OK. Deuxièmement, juste avant ça, ils en détenaient 75 ou moins. Troisièmement, puis ça c'est crucial, cette personne ou ce groupe n'a pas le contrôle de droit, donc moins de 50 des votes. OK. Et finalement, le test de l'intention. Une des raisons principales pour lesquelles ils n'ont pas pris le contrôle de droit, c'est spécifiquement pour éviter les restrictions sur les pertes ou d'autres avantages fiscaux semblables. Ah, l'intention revient. Donc, si on achète une grosse part économique sans les votes puis que le fisc pense que c'est fait exprès pour sauver les pertes, les restrictions s'appliquent quand même. C'est exactement ça. Si toutes ces conditions sont rencontrées, la loi considère qu'il y a eu une acquisition de contrôle pour les fins de ces règles de restriction. C'est une mesure anti-contournement assez forte, là. Ça montre qu'il faut regarder plus loin que juste la structure de vote. D'accord. Ça, c'est pour les cas où le contrôle est réputé acquis. Mais est-ce qu'il y a des situations inverses? Des cas où même s'il y a un transfert d'actions important, la loi dit non ou ici, on ne considère pas qu'il y a eu une acquisition de contrôle pour les fins des pertes. Oui, absolument. Puis ça, c'est super important pour la planification d'affaires, les restructurations. Il y a plusieurs exceptions dans la loi, notamment au paragraphe 256.7, qui disent que dans certaines circonstances bien précises, une acquisition d'actions n'est pas vue comme une acquisition de contrôle qui déclenche un FLRP. Peux-tu nous donner l'exemple le plus courant ou le plus marquant? L'exception la plus utilisée, je dirais, c'est sans doute celle pour les transferts entre personnes affiliées. Ah oui, comme dans une famille ou un groupe de compagnie? Exactement. Si tu transfères des actions à ton conjoint, à une société que tu contrôles ou entre deux sociétés sœurs dans le même groupe corporatif, bien, ce transfert-là est généralement pas considéré comme une acquisition de contrôle pour les restrictions sur les pertes. Ah, ça, c'est pratique. C'est essentiel même pour permettre des réorganisations internes dans un groupe ou une famille sans déclencher des conséquences fiscales négatives sur les pertes. Les sources parlent même de conseils de planification à ce sujet. Très utile pour les groupes, oui. Y a-t-il d'autres contextes où on peut éviter le FLRP même s'il y a un changement d'actionnaire? Oui, il y a des règles spécifiques pour certaines opérations, comme les fusions entre sociétés canadiennes imposables. Souvent, la nouvelle société issue de la fusion peut continuer à utiliser les pertes des anciennes sous certaines conditions. Mhm. Il y a aussi des exceptions pour certains types d'échanges d'actions dans le cadre de réorganisation, par exemple quand le contrôle ultime ne change pas vraiment ou quand l'échange respecte des critères très stricts qui assurent une continuité économique. Le principe général derrière plusieurs de ces exceptions, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux contrats externes qui arrivent ou que l'opération est vue comme une simple réorganisation interne ou une fusion d'activités qui continue. C'est bon de savoir qu'il y a des échappatoires prévus, là. Maintenant, une autre question de structure. Puis les droits, là. Si quelqu'un achète pas les actions tout de suite, mais acquiert le droit de les acheter plus tard, ou le droit de dire comment il vote, est-ce que ça peut déclencher un FLRP? Bonne question, parce que c'est une autre zone de planification potentielle que la loi encadre. Il y a une règle au paragraphe 256.8 qui dit que si une personne acquiert certains droits, Genre une option d'achat, il y a le... comme une option d'achat d'actions ou le droit de contrôler les votes d'actions qu'elle ne détient pas, ou même le droit de forcer la société à racheter les actions d'autres actionnaires, et si un des motifs principaux pour acquérir ce droit-là, c'est d'éviter les restrictions sur les pertes ou d'autres règles du genre, bien alors ce droit est réputé exercé. Et si le droit est réputé exercé, ça veut dire que la personne est vue comme si elle détenait les actions ou contrôlait les votes. Précisément. Puis si cet exercice réputé lui donne le contrôle de droit, donc plus de 50 des votes, bien là, l'acquisition de contrôle est déclenchée au moment où le droit est acquis, même si les actions ne sont pas encore transférées. Ah, OK. C'est une autre mesure pour empêcher qu'on utilise des structures de droit pour contourner les règles de base sur l'acquisition de contrôle. D'accord. On a une bonne idée des mécanismes pour les sociétés. Contrôle de droit, présomption basée sur la valeur, puis les droits, puis les exceptions importantes. Maintenant, pour les fiducies, est-ce que les règles sont complètement différentes? Elles sont similaires dans l'esprit, mais le critère qui déclenche est adapté à ce qu'est une fiducie. Pour une fiducie, le FLRP se produit si une personne devient un bénéficiaire détenant de participation majoritaire ou si un groupe devient un groupe de bénéficiaires détenant de participation majoritaire.
Ça s'applique aux événements après le 20 mars 2013. Bénéficiaire détenant une participation majoritaire. Ça sonne un peu comme le contrôle économique dont on parlait pour les sociétés. Ça veut dire quoi concrètement? C'est défini par la valeur. Une personne, avec ses affiliés, détient une participation majoritaire si la juste valeur marchande JVM de ses participations dans la fiducie dépasse 50 de la JVM totale de soit toutes les participations aux revenus de la fiducie, soit toutes les participations au capital de la fiducie. Juste un des deux suffit? Revenu ou capital? Oui, il suffit de dépasser 50 pour l'un ou l'autre pour déclencher le FLRP. OK, c'est un test basé sur la valeur, pas sur le contrôle des décisions comme pour les sociétés. Puis le groupe de bénéficiaires, C'est le même principe, mais appliqué à un groupe. Si plusieurs personnes, qui individuellement atteignent pas 50 détiennent ensemble des participations dont la valeur combinée dépasse 50 du revenu ou du capital, puis qu'elles agissent ensemble ou sont liées, elles peuvent former un groupe de bénéficiaires détenant de participation majoritaire puis déclencher le FLRP. puis est-ce qu'il y a des règles anti-contournement puis des exceptions pour les fiducies, comme pour les sociétés? Oui, tout à fait. Il y a des règles pour ignorer certaines augmentations de valeur ou acquisitions de biens faites juste pour éviter le seuil de 50 Il y a aussi une règle qui présume l'exercice de certains droits d'acquérir des participations si le but est d'éviter l'UFLRP. OK. Puis, un peu comme pour les sociétés, il y a des exceptions importantes où une personne qui acquiert une participation majoritaire est réputée ne pas l'avoir fait pour les fins du FLRP. Comme pour les personnes affiliées encore. Exactement. Si l'acquisition se fait d'une personne affiliée ou si ça résulte de la distribution d'une succession à un bénéficiaire affilié. Il y a aussi des exceptions pour certains transferts de participation à des entités contrôlées ou dans le cadre de réorganisations spécifiques. La logique semble similaire, donc on cible les changements substantiels de contrôle économique, mais on permet les transactions dans les groupes liés ou certaines restructurations. Question pratique, à quel moment exact ce FLRP ou cette acquisition de contrôle est supposé se produire, le jour où on signe tout? C'est un détail important, ça. La règle générale, autant pour les sociétés que pour les fiducies, c'est que l'événement acquisition de contrôle ou devenir bénéficiaire majoritaire est réputé se produire au début du jour où il a lieu réellement. Au début de la journée. Oui. Par contre, l'entité, la société ou la fiducie, a une option. Elle peut choisir, dans sa déclaration d'impôt de l'année qui finit juste avant l'événement, que l'événement soit plutôt réputé arriver au moment précis de la transaction. Pourquoi ce choix-là? Quelle différence ça fait? Bien, ça peut avoir des impacts si d'autres transactions ou événements fiscaux arrivent le même jour. Choisir le moment exact, ça permet des fois d'ordonner les événements d'une façon plus favorable ou d'éviter des interactions complexes avec d'autres règles, comme celles qui peuvent créer plusieurs fins d'année d'imposition dans une même journée. C'est un choix technique là, qui dépend des faits précis de la situation. OK. On arrive maintenant au cœur du sujet, les conséquences. On a passé du temps à définir le FLRP, à voir comment il est déclenché, les exceptions. Mais concrètement, si un FLRP arrive, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si important de savoir si on a franchi cette ligne-là? C'est là que ça fait mal, puis l'impact est souvent majeur. Rappelle-toi, le but, c'est d'empêcher le commerce de perte. Fait que les conséquences, elles visent à créer une coupure nette, puis à limiter très sévèrement la capacité d'utiliser les avantages fiscaux, surtout les pertes, qui ont été accumulées avant le FLRP pour réduire l'impôt après le FLRP. Et vice-versa aussi. Comment ça se manifeste, cette coupure-là? Premièrement, comme on l'a dit, il y a une fin d'année d'imposition réputée juste avant le moment du FLRP. L'entreprise doit faire une déclaration d'impôt pour cette courte période, calculer son revenu, son impôt, s'affiche à situation fiscale juste avant le changement. OK. Deuxièmement, puis c'est ça le plus important, une barrière est comme érigée. Les attributs fiscaux de la période avant le FLRP, puis ceux de la période après le FLRP, peuvent généralement pas se croiser. Une barrière, peux-tu nous donner des exemples concrets de ce qui peut pas traverser cette barrière? Commençons par les pertes, c'est quand même la cible principale, là. OK. Pour les pertes en capital net, les pertes qui viennent de la vente d'immobilisation comme des actions ou des immeubles, c'est assez direct. Celles accumulées avant les FLRP peuvent plus être utilisées après. Point final. Ah ouais, carrément. Carrément. Puis celles subies après peuvent pas être reportées en arrière pour réduire les gains en capital d'avant le FLRP. La loi force même la réalisation des pertes en capital latentes, celles qui ne sont pas encore réalisées, sur certains biens juste avant le FLRP. Ouch. Puis pour les autres types de pertes, comme les pertes d'exploitation d'une entreprise? Là, c'est un peu plus nuancé, mais ça reste très restrictif. On les appelle souvent les pertes autres que des pertes en capital, ou PAPC.
Si ces pertes-là viennent de biens, comme des pertes de location, ou si c'est des pertes spécifiques liées à des placements dans les PME, les PDTPE, elles sont généralement bloquées au FLRP, comme les pertes en capital. OK. Par contre, pour les pertes d'exploitation classiques, celles qui viennent de l'activité commerciale principale de l'entreprise, là, il y a une exception potentielle. Puis ça, c'est crucial. La fameuse exception si on continue l'entreprise? Exactement. Ces pertes d'exploitation-là, elles peuvent être reportées puis utilisées après le FLRP, mais seulement si l'entreprise continue d'exploiter la même entreprise ou une entreprise très similaire qui a généré ces pertes. Puis il faut qu'elle l'exploite dans une attente raisonnable de profit. Donc, si le nouvel acheteur arrête cette activité-là ou la change trop, Les pertes sont perdues. C'est la concession que le législateur a faite pour ne pas pénaliser les reprises d'entreprise où il y a une vraie continuité économique. OK, il y a une lueur d'espoir pour les pertes d'exploitation si on continue l'activité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont touchées par cette barrière du FLRP? Ah oui, l'impact est large. Par exemple, les inventaires doivent être évalués à la baisse, alors juste valeur marchande si elle est plus basse que le coût. Ça force la reconnaissance des pertes avant le FLRP. Ah, Pour les biens amortissables, comme l'équipement ou les bâtisses, il y a des règles qui peuvent limiter l'amortissement futur si le bien a été acquis juste avant le FLRP. Les soldes de dépenses qui n'ont pas encore été déduites, comme les crédits d'ARSND ou les frais liés aux ressources naturelles, leur utilisation future est aussi restreinte. ça va bien au-delà des simples pertes reportées finalement. Effectivement, même le compte de dividendes en capital, le CDC, qui permet de verser des dividendes pas imposables, peut être touché. Si le contrôle d'une société passe de non-résidents à des résidents canadiens, le solde du CDC peut tomber à zéro. Wow! Les crédits d'impôt à l'investissement CIRP, accumulés avant l'effet LRP, voient aussi leur utilisation limitée après. Les dons de bienfaisance qui n'ont pas été utilisés peuvent plus être portés. Les créances douteuses doivent être déduites avant l'effet LRP. C'est vraiment comme une remise à plat de plusieurs avantages fiscaux. Wow! Le terme restriction de perte cache en fait un impact fiscal beaucoup plus large, plus systémique sur l'entreprise qui est acquise. Fait que pour résumer ce qu'on a couvert, le déclencheur, c'est le fait lié à la restriction de perte, le FLRP. Souvent, c'est une acquisition de contrôle de droits ou réputée par la valeur ou les droits pour les sociétés ou l'arrivée d'un bénéficiaire majoritaire pour les fiducies. Il y a des exceptions clés, surtout pour les transactions entre affiliés ou certaines réorganisations. L'événement crée une fin d'année réputée, puis il érige une barrière. C'est ça. Puis cette barrière-là, elle bloque ou elle restreint très sévèrement l'utilisation croisée de la plupart des pertes, crédits et autres avantages fiscaux entre la période avant puis après le FLRP, avec une exception notable pour les pertes d'exploitation si l'activité continue. C'est une excellente synthèse et point clé, oui. Ça montre bien que ces règles, même s'ils sont techniques, sont au cœur de la valorisation puis de la structure de beaucoup de transactions commerciales. Tout à fait. Puis ça m'amène à une réflexion pour finir. Ces règles, elles sont clairement faites pour empêcher qu'on achète juste des pertes fiscales. Mais en même temps, elles permettent explicitement, sous des conditions strictes, de continuer à utiliser les pertes d'exploitation si l'entreprise elle-même est maintenue. Ce qui soulève une question fondamentale pour ceux qui achètent, ceux qui vendent, puis leurs conseillers. Où se situe exactement la ligne? La ligne entre une planification fiscale légitime qui veut préserver la valeur économique réelle d'une entreprise en difficulté, incluant ses pertes utilisables sous condition, puis une structure qui traverse la ligne de l'évitement fiscal parce qu'elle ne respecte pas l'esprit de la loi sur la continuité économique. C'est une zone grise, j'imagine. Ben oui, naviguer cette zone grise en documentant bien la logique commerciale puis la continuité de l'exploitation, c'est souvent un exercice critique dans les transactions qui impliquent des entreprises avec un historique de perte. Un exercice d'équilibre délicat, sans aucun doute. Voilà qui complète notre exploration détaillée d'aujourd'hui sur ces règles complexes de restriction de pertes au Canada. C'est un domaine où la précision est essentielle puis où les enjeux financiers peuvent être énormes. Absolument. Évidemment, pour analyser une situation particulière, consulter des conseillers fiscaux d'expérience, c'est indispensable. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse en profondeur.